Je reçois l'honorable Mike Mukebai, coordonnateur Ensemble pour la République, ville de Kinshasa. Nous allons parler de l'actualité politique, évoquer toutes les questions qui restent un peu ambiguës pour essayer d'éclairer la lanterne également de la population et de l'opinion en général. Mike Mukebai, j'espère que la santé, ça va. Oui, Dieu garde ses enfants. Alors, Mike Mukebai, on commence par cette injonction, si je pourrais dire ainsi, du ministre de la Justice, le ministre Guillaume Ngefa, au procureur pour traquer tous ceux qui commettent des infractions dans les réseaux sociaux. Selon les ministres, les présidents auraient fait un constat que dans les réseaux sociaux, la loi sur les numériques ne serait pas vraiment appliquée, que la justice ne serait pas là pour traquer ceux qui violent cette loi sur les numériques. Comment vous réagissez? J'ai vu les ONG penser que c'est une manière pour les pouvoirs en place de traquer l'opposition, d'éteindre toutes les voix discordantes. Comment vous voyez la question? Non, mais on ne peut pas en faire un combat, sinon ça devient de l'inquisition. On ne peut pas en faire un combat avec une injonction donnée. Non, non. On ne peut pas faire un combat comme ça. Ça devient une inquisition pratiquement. S'il y a des délits, au cas par cas, la justice est là, c'est à elle de faire un travail. Et non systématiser une traque. Et puis je suis sûr qu'ils échoueront. Comment parce qu'en fait, oui, en dehors de quelques-uns qui s'affichent ici et là-bas dans les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui sont à l'extérieur. Donc, il n'y a pas d'emprise sur tous ces influenceurs-là. Ouais. Et outre ceux-là qui s'affichent physiquement, tous les autres qui s'expriment par des écrits, ainsi de suite, pour la plupart, ils les font sous de fausses identités. Et je ne pense pas d'ailleurs que les procureurs auront tout le temps. Donc, ça dit ils vont arrêter, et même les moyens, il faut monitorer. Non, mais... c'est ça le problème. Mais, et puis ça vient d'un régime qui lui-même a organisé la violence verbale dans les réseaux sociaux. Félix Tshisekedi était là. Oh, c'est les régimes. Il ne s'est jamais dit indigné quand elle attaque des Congolais avec des propos les plus outrancieux, les plus outrageants, et qui se présente comme communicateur du chef de l'État. Il n'a jamais dégagé sa responsabilité. C'est le régime. Il y a beaucoup de manipulations. Moi, je ne vais pas me mettre à citer des noms de gens. Tu connais des gens spécialisés dans les attaques les plus virulentes ici, et qui c'est communicateur du chef de l'État. Vous avez déjà entendu Félix Tshisekedi dégager sa responsabilité? Ah non, mais de quoi il se plaint aujourd'hui? Non, là, ça devient une inquisition. Moi, je suis d'accord qu'on mette de l'ordre. La liberté, elle a des limites. Et moi-même, un jour, si nous sommes en responsabilité, nous travaillerons pour responsabiliser les gens. Mais Mike, à commencer par la presse, dans la libre expression. Mais là, d'en faire une injonction particulière au procureur, j'ai dit, ça devient de l'inquisition et c'est très grave. Mais Mike, il y a de ceux qui estiment également que ce que les ministres auraient donné comme injonction au procureur, les CNC seraient déjà en train de faire ça, de lutter contre les dérives non, les CNC ne luttent contre rien. Les CNC est dans une dérive totale, ils luttent. Oh. Les CNC luttent contre quoi? Comment? Les CNC lui-même est dans les... La dérive totale. Les actes qu'il pose au quotidien ne sont pas en conformité avec ses attributions. C'est un appareil lié à la sécurité d'État. Ce n'est pas un appareil pour interpeller, arrêter et détenir sur des questions d'opinion, par exemple. Ce n'est pas son travail. Et je ne peux pas dire que je partage totalement, mais j'ai quand même tiré mon chapeau à Jeune Afrique, qui a eu le courage d'assimiler cet organisme-là à une police politique. D'où elle tire ces attributions-là? Et il est spécialisé, cet organisme-là, dans les gardes à vue infinies. Là où la Constitution est claire, qu'elle détermine la garde à vue dans la durée. En ce qui concerne les détentions préventives, n'en parlons même pas. Dis-moi un peu, pourquoi fallait-il que les CNC interviennent dans l'interpellation de paroles Kamizele pour qu'ils finissent devant les juges? En fait, si Félix Tshisekedi ne comprend pas très bien, les CNC contribuent à ternir l'image de son régime. Il suffisait simplement, parce qu'il est déjà un juge aujourd'hui. Pourquoi fallait-il les faire passer par les CNC? Pourquoi?
Pourquoi ne l'avoir pas interpellé en vertu de la procédure légale? Puisque là, il est devant le juge. Pourquoi fallait-il que les SNC interviennent? Qu'on organise un guet-apens, qu'on l'appelle au téléphone pour dire qu'il y a des gens sympathiques à ton endroit qui ont prévu une petite enveloppe pour toi? Pourquoi tous ces guet-apens-là? Comment les hommes d'État peuvent passer leur temps à piéger les Congolais au lieu de les interpeller pour des faits liés au droit commun? Les interpeller normalement. En fait, ce que fait Tshisekedi n'intègre pas, c'est que ces SNC participent à ternir l'image de son régime. Là où c'est des individus qui ne représentent aucune menace, non, le SNC intervient, détient, garde des gens en détention infiniment, et partout à l'étranger, les gens crient à la police politique. Et puis finalement, l'intéressé est déféré devant son juge. Mais pourquoi l'avoir alors interpellé au niveau du CNC? Pourquoi? Ces mois-là, ces 2-3 mois, pourquoi? Ou ça va aller dans tous les sens, contre les régimes, sur l'image des régimes. Mais pourquoi? Quelle menace il représente Kamizé? Vous pensez également qu'un climat de terreur serait en train d'être préparé pour un objectif précis? Non, ce n'est pas un climat de terreur. D'abord, je te dire que ce qui est très grave ici, depuis que Félix, je ne sais pas si Félix se rend compte de cette situation, la situation politique est très polarisée. C'est comme si nous nous retrouvons, oui, dans la polarisation genre espace public américain. Parce que chez eux, c'est grave, il y a des extrêmes. Vous avez vu l'assassinat de Charlie Kirk, qui a été abattu publiquement alors qu'il était dans un meeting, lui-même extrémiste de droite, abattu par un autre jeune aussi, qui lui aussi je peux juger qu'il est extrémiste. Pour décider de mettre un terme à la vie de quelqu'un, il faut être extrémiste. Nous y allons. Mais Mike, le pouvoir estime que le contexte d'aujourd'hui, c'est totalement différent. On doit essayer. Non, il n'y a pas de contexte particulier. Non, il n'y a pas de contexte particulier. Il n'y a pas de contexte particulier. Il n'y a rien qui dit qu'il s'agit d'un contexte particulier. Les libertés ne peuvent être restreintes que dans les limites prévues par la Constitution. Est-ce que nous sommes en état de guerre déclaré? Non. La guerre touche quelques deux provinces, l'état de siège a été décrété dans ces deux provinces-là. Et ici, les individus ne peuvent pas commencer à édicter un comportement à la place de nos lois. Nous sommes ici dans la situation constitutionnelle classique. Mais c'est vrai que le pays est en guerre, c'est au service de renseignement de redoubler de vigilance. Et non commencer à traquer. Attendez, qui c'est le pauvre Kamizé là, il représentait quelle menace? Dites-moi un peu. C'est cela, quand vous pensez que nous sommes dans une situation exceptionnelle, vous ouvrez la voie aux dérives de toutes sortes. C'est ça le problème. Quelle est la situation exceptionnelle à Kinshasa? Je suis un citoyen, je me comporte en digne citoyen, c'est à moi d'observer la loi. Si je viole la loi, les canons sont prévus pour m'interpeller. Pourquoi il faut qu'il y ait des organismes d'exception pour m'interpeller? Et d'ailleurs, déjà, quand vous dites CNC, j'ai l'impression que le CNC lui-même fait doublon avec le Conseil national de sécurité. C'est pas le cas. Parce que je cru comprendre en lisant les textes qui font cet organisme qu'il s'agit d'une structure de coordination. Ce n'est pas ce que fait le Conseil national de sécurité. Il s'agit d'un doublon, non? Donc on continue à créer des structures, à occasionner davantage de dépenses, là où nous devons serrer la ceinture, là où le projet lié aux investissements ne reçoit pas assez de fonds. Quand vous allez regarder le PDL 145, vous remarquerez qu'il n'a pas été suffisamment financé. L'essentiel des fonds qui ont permis de construire quelques ouvrages sont là, ce sont les fonds venus du FMI, donc en fait des tirets spéciaux de FMI. Et qu'avec l'autorisation de celui-ci, le gouvernement a affecté dans ces investissements-là. Côté gouvernement, on est à moins de 10% d'investissement. Mais on trouve de l'argent pour payer, continuer. Regardez encore, on nous a sorti, on nous a encore sorti là quand Félix Tshisekedi a rendu public ces dernières ordonnances. Vous avez suivi, je pense. Tu as suivi, je pense. Société nationale de gestion des infrastructures. Nous avons, j'étais encore en contradiction avec un contradicteur hier de l'UDPS. Je lui demande, je lui pose la question de savoir si nous disposons des infrastructures pétrolières. Il me parle de Perenco. Perenco est un organisme privé, c'est une entreprise privée. Alors je lui ai posé la question, il n'a pas pu me répondre. Quand Félix Tshisekedi crée cette entreprise-là, il s'est dit, lui, que cette entreprise va gérer quelles infrastructures. On n'en a pas des infrastructures pétrolières. Elles sont où?
Nous avons une infrastructure pétrolière ici. Elle ne représente presque pas grand-chose, mais quand même, elle est là. C'est les pipelines, là. Mais nous les gérons en commun, en partage avec les majors du pétrole. Les autres, toutes nos grandes compagnies multinationales de pétrole qui sont ici. Et la preuve, c'est que CEP Congo, c'est une société où nous avons des actifs avec les privés. Les privés détiennent le gros, c'est eux qui assument le poste de la direction générale, et nous avons le poste d'adjoint. Ces gens vont gérer quelles infrastructures? Il n'y a pas très longtemps ici, suite à la dénonciation de Nicolas Kazadi, ils se sont retrouvés gênés, et Félix Tshisekedi est pour une fois sorti du bois pour dire, bon, nous allons voir ces structures-là, et évaluer en conseil des ministres, et finalement décider lequel nous maintenons. Est-ce qu'il y a eu des résultats sur cette instruction de Félix Tshisekedi? Zéro. Mais voilà ce qu'il fait, il nous ajoute encore une structure. Donc on continue à créer des structures pour des amis. Mais maintenant que le pays a besoin d'argent à engager dans les projets pro-pauvres, dans les projets sociaux. Il y a un élément très important que vous soulevez là. Les présidents s'est plaint également, bon, je ne parlerai pas d'une plainte, mais les présidents constataient que lors du dernier conseil des ministres, apparemment toutes les résolutions, soit toutes les observations qu'il est en train de faire à l'égard des membres du gouvernement ne seraient pas exécutées. Comment vous réagissez? Les présidents doivent faire quoi? Non, je ne réagis pas. Je ne réagis pas, je demande aux Congolais de constater. Je demande aux Congolais de constater. Les présidents... Vous voulez que je réagisse? À quoi? Non, mais il y a quelqu'un qui a les pouvoirs, qui a les pleins pouvoirs. Les instructions du gouvernement n'impliquent pas... Et ça, le problème du pays, c'est la Constitution. Oui, et on va en parler même. Et là, il se trouve que Félix Tshisekedi est détenteur de plein pouvoir en tant que chef de l'État, donne des instructions, et donc ça dure depuis 8 ans, et c'est aujourd'hui seulement qu'il se rend compte que ces instructions ne sont jamais exécutées. Et alors là, voilà, Gravi me demande à moi de réagir. Mais c'est la je demande aux Congolais de constater qu'ils sont peu dirigés. Non, Mike, mais le problème n'est pas du président, mais c'est le gouvernement. On n'est pas par hasard. Mais c'est le gouvernement qui fait au quotidien, Mike. Attends, ça c'est un vaudeville ou c'est de la gouvernance? Ça c'est un vaudeville. C'est une pièce de théâtre. Je demande aux Congolais de constater. Non, c'est pas possible. Moi, quand j'ai suivi ça, j'ai dit, oh, ils auraient dû élaguer. Mais les présidents ont assez souci que les histoires évoluent, que les histoires marchent, mais constatent je vais te dire, ça c'est la spécialité de Félix, c'est sa spéciale. Comme la spéciale de comment ça s'appelle, de Lamine Yamal, c'est toujours ça, comment on l'appelle ça, la trivella. Hein? Ça passe extérieur gauche là, c'est la trivella là. Félix Tshisekedi a sa spéciale aussi. La trivella de Yamal réussit toujours. Hein. La spéciale de Félix, c'est de répondre aux problèmes de Congolais par la communication dans l'immédiateté. Quand il y a un problème, il communique et puis on passe à autre chose. Kinshasa est complètement embouteillé, les gens ne savent pas comment quitter leur maison pour leur lieu de travail. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi fait? Il débarque au niveau de magasin Kitambo et il va vers le peuple. Il parle avec les Congolais et après les gens font la com, ils disent le président est préoccupé, regardez, il va vers la population pour trouver des solutions. Depuis, pas de résultat. L'avenue à Kasavubu est complètement dégradée. Qu'est-ce que fait Tshisekedi fait? Il démarre son cortège, il arrive sur Kasavubu, tous les reportages comme tous les jours se sont passés dans le camp du pouvoir, tous les reportages de la journée du soir vous disent quoi? Le président de la République est très préoccupé. Depuis qu'il était préoccupé jusqu'à ces jours, pas d'amélioration sur le terrain, la route est toujours dans cet état-là. Ça, c'est fait Tshisekedi. Et là, ça ne marche pas. En fait, il veut maintenant vous montrer que ce n'est pas moi, c'est mon gouvernement. C'est ça, Félix Tshisekedi. Alors, ce n'est pas moi, j'ai toujours donné des instructions. Mais monsieur, quand tu donnes des instructions, il doit y avoir un suivi. Parce que le grand mal dans ce gouvernement, il vient du président de la République, il ne vient pas du gouvernement. Comment ça, Mike? Oui, parce qu'il y a une sorte de gouvernement parallèle à la présidence de la République. Il y a des conseillers exercent des compétences qui sont plutôt des conseillers à la présidence. Ils exercent des compétences qui sont dévolues aux ministres. Ils sont dans la passation de marché, dans tous les secteurs de la vie nationale. C'est ça le grand problème.
qu'il commence par mettre fin à ces empiètements intempestifs-là de ses conseillers. Parce qu'ils le font et lui il ne sanctionne pas. C'est comme s'il le faisait avec sa bénédiction. C'est cela le grand mal, le premier mal dans ce pays. Quand tu apprends qu'il y a une affaire, une plainte contre la République démocratique du Congo aux États-Unis, une affaire qui implique la CADECO, ainsi de suite, au départ, c'est un conseiller du président qui a amené l'investisseur ici. C'est lui qui l'a amené jusqu'au palais et c'est lui qui, en fait, est derrière cette affaire. C'est ça le problème. Et pour finir, quand on amène le dossier chez le ministre, on dit au ministre, ça vient du peuple. C'est ça. Alors, Mike, on va... mais monsieur, tu n'as pas d'objection à faire, donc tu comprends que ça vient. C'est ça le problème. C'est ça le mal, c'est ça le plus grave mal. Non, que fait ce que dit. N'essaye pas, en fait, de noyer. Ça qui fait là, c'est tu sais comment on dit ça en français. Il cherche à noyer le poisson. Alors, Mike, on va évoluer très rapidement. Vous êtes coordonnateur d'Ensemble pour la République, ville de Kinshasa. Il y a un sujet également qui essaierait de jeter un peu de l'opprobre à votre parti Ensemble pour la République. Il y a eu une conférence qui s'est tenue, de jeter l'opprobre à Ensemble pour la République. Il y a eu une conférence de presse qui s'est tenue au niveau des Bruxelles, où on a vu Hervé Diakese. C'est vrai que c'est un avocat, mais il est également membre d'Ensemble. Selon le pouvoir en place, ceux qui ont organisé cette conférence de presse seraient du M23, des Sauveurs et RDC, ainsi de suite. Comment on pourrait retrouver un membre d'Ensemble pour la République? Et cette conférence de presse a connu également, il y a eu des gens, incursion des gens du pouvoir qui ont essayé un peu de troubler la conférence de presse. Comment vous réagissez? Est-ce Ensemble pour la République est en connivence avec les M23, travaille ensemble au niveau de la diaspora? Ou bien, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, mais si des citoyens congolais décident de se mettre ensemble pour prendre position, exprimer leurs opinions, où est le problème d'Ensemble pour la République si Hervé Diakese décide d'y prendre part? Il n'a jamais été question lors de cette conférence de presse-là d'un label, d'un étendard bien affiché, AFC-M23. Des ONG. Oui. Oui. Si il faut que nous nous affichions avec ou tel autre, nous allons le dire tout haut. Quand le leader d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapoué, a pris l'initiative de rencontrer Joseph Kabila, est-ce que nous nous en étions cachés? Non. D'ailleurs, je vais même t'aider. Quand les photos ont été publiées ici, c'est 2 semaines après la rencontre, la presse n'était même pas informée. C'est les 2 leaders qui, 2 semaines après, ont décidé de mettre l'information à la disposition du public pour que le public sache ce qu'ils sont en train de faire tous les deux. Quand les photos sont publiées, l'événement avait lieu 2 semaines depuis. J'ai même rigolé, je me dis, oh tiens, la presse qui doit nous passer informée que ça. Parce que j'étais en prison à ce moment-là, je me disais que ça devait fuiter quelque part à un niveau neutre, mais 2 semaines, rien. Et même alors, quand les journalistes ont publié une photo, ils avaient tendance à contextualiser ces photos comme si l'événement venait de se rouler le même jour ou la veille. Moi, des gens qui m'ont vu pour me demander depuis ma cellule, j'ai dit non, ce sont des photos d'il y a 2 semaines. C'est ça le contexte. Donc il n'y a aucun contact entre Ensemble pour la République. Nous sommes très très à l'aise. Nous faisons l'objet de beaucoup d'accusations de la part du pouvoir. Le pouvoir, il est comme ça. Comme il n'a pas d'idée, il veut placer des gens dans des positions bien déterminées et alors faire feu sur vous. Sur le plan d'idées comme ça, projet structurant contre projet structurant, argument contre argument, ils ne sont pas capables. Ils ont échoué lamentablement. Échoué complètement. Il ne reste que des attaques. Et alors, quand vous n'êtes pas en position d'être attaqué, il faut que eux-mêmes vous trouvent. Vous trouvent des fautes, vous trouvent des choses, vous trouvent des poux dans votre tête, et alors ils vous ouvrent le feu sur vous. C'est cela ce qu'ils font, c'est dommage. Mais on prend ce qui se passe au niveau de l'église catholique. Il y a Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbujimaï, qui a lancé un appel à l'introspection collective au nom de la vérité de l'évangile. Les prélats de plusieurs années d'épiscopat dénoncent pêle-mêle la banalisation des prises de parole publiques de la Senko, devenue selon lui sélective, intempestive et tendancieuse, l'omniprésence du tribalisme également au sein des structures nationales de l'Église. Il cite l'UCC, Caritas, IFOD et les irrégularités flagrantes
constaté lors de l'élection du bureau actuel qu'il compare son détour au fort de la CENI. Sans langue de bois, il met en garde contre des messages du bureau qui pourraient attiser les divisions ethniques et ressusciter les vieux démons des génocides, tout en exhortant ses pairs à retrouver crédibilité et collégiabilité avant toute déclaration publique. Alors, Mike Mukeba, de plus en plus également, il y a certains prêtres qui s'opposent à la manière de faire de la SENCO. C'est vrai, j'ai suivi également d'autres évêques qui contredisent leurs collègues, si je pourrais dire comme ça, leurs pères. Mais comment est-ce que vous voyez, selon une opinion, il y a certains évêques qui seraient également instrumentalisés par le pouvoir en place? Bon, j'ai suivi, vous dites, évêque de Mbuji-Mayi, déjà, cet élément-là ne joue pas en sa faveur. Parce que ces détracteurs risquent très vite d'aller dans des associations, Mbuji-Mayi, lien avec les régimes. C'est cela d'abord le problème. Les gens vont trouver que ce n'est pas si objectif. Moi, je ne partage pas cette vision. J'essaie d'analyser. Mais je respecte sa position. Je respecte qu'il se montre critique et qu'il le dise tout haut. Parce que j'estime, moi, que la SENCO est une œuvre humaine et elle est perfectible. Moi, par exemple, je n'ai pas été d'accord avec des évêques de la SENCO en 2016, quand ils ont décidé d'aller remettre à Joseph Kabila solennellement les conclusions des négociations, alors qu'il n'y avait pas eu d'accord. Moi, j'avais, à l'époque, pris position pour dire qu'il fallait plutôt qu'ils élaborent un procès verbal de carence et le présentent à Kabila pour dire que les partis ne se sont pas entendus. En remettant à Kabila les conclusions, il lui a permis de les appliquer unilatéralement. C'est comme ça que finalement Kabila convoque les autres palais du peuple et qui se permet, lui, de mettre en œuvre les résolutions de ces négociations, qu'il nomme un Premier ministre, qu'il attribue, qu'il confie les Sensa à Onangan, ceux qui ont prêté en fait les flancs à ces coups fatals-là, qui finalement a permis à Kabila de se renforcer dans cette transition, même si par ailleurs, il n'a pas pu concrétiser, matérialiser sa funeste idée de l'époque de procéder au changement de la Constitution. Donc c'est normal qu'il critique, ce sont des humains comme toi et moi. Et moi, je trouve que cette critique, elle est adressée à ses pairs, aux autres évêques de la SENCO. Ils vont continuer à discuter. Je trouve ça tout à fait normal. C'est là ce qui manque à ces pouvoirs. Il n'y a pas une sorte de politisation. Moi, je ne suis pas entré dans cette question de politisation. J'estime qu'un évêque a tout le courage de dire tout haut, je ne suis pas d'accord avec vous, ça va se régler entre eux, mais je suis sûr que les autres ne vont pas lui répondre. Parce que sinon, ceux qui vont tuer le plus l'image de la SENCO et de l'Église. Mais je trouve courageux de la part d'un évêque de critiquer tout haut la SENCO, tout autant que la SENCO, elle a des avis parfois qui dérangent le régime. Alors quoi de plus normal qu'un évêque de la SENCO critique la SENCO? Ce n'est pas à dire que la SENCO elle est perdue. Non, il y a des critiques, c'est normal. C'est à elle de prendre en compte ces critiques et de régler ça à l'interne. Donc je trouve ça normal. Moi je suis un démocrate plein, total. Ouais. Ça ne me gêne pas beaucoup. Oui, moi ça ne me gêne pas beaucoup. Hein. Ça ne me gêne pas beaucoup. Mais même en parlant de l'Église également, la SENCO hier également s'est exprimée via son porte-parole, Monseigneur Cholet, qui peint pratiquement un tableau sombre de la gestion Tshisekedi, rien ne marche, le peuple est affamé, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas la réalité? C'est pas la réalité. Parce qu'en fait, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est amélioré dans le vécu quotidien des Congolais, de chacun d'entre nous. Si je t'ai posé la question de ce qui a changé de manière qualitative dans ta vie depuis 7 ans, est-ce que tu peux me le dire? Je constate, moi, que j'ai moins d'électricité qu'il y a 7 ans. C'est évident. Moi, je te parle de moi. J'ai moins d'électricité qu'il y a 7 ans. J'ai moins d'eau potable qu'il y a 7 ans. Ça, c'est une réalité que je vis. Je n'ai pas besoin de me mettre dans mon salon, de m'asseoir, d'allumer la télé et d'entendre quelqu'un me dire « Nous avons obtenu, nous avons réalisé ce que je vis. » C'est ce que je rapporte ici. Moins d'électricité, je ne sais plus très bien rouler à Kinshasa, on se casse les amortisseurs tous les jours. C'est cela la réalité que nous vivons.
Mais mec, je suis en prison, on parle d'un hôpital qui a été inauguré, on applaudit, et maintenant tous les centres hospitaliers sont devenus des centres hospitaliers universitaires. Je ne sais pas ce que ça coûte. C'est ce qu'ils entendent par là dans la logique de l'union sacrée. Mamaye, mon centre universitaire Renaissance, comment ça s'appelle, 51 centre universitaire, tout est devenu centre. Bah alors, je descends un jour ici, je vois quelqu'un qui vient, qui me parle, malade, avec un pansement, qui me dit, je suis interné à Mamaye-Mon. Mais en fait, il y a deux hôpitaux ici. Il y a un hôpital qui s'appelle Mamaye-Mon, celui des pauvres, et le nouveau là, celui-là, il faut, je crois, une caution de 400 à 500 dollars pour être admis. Hein. La caution, quand tu arrives, 300. Quel est ce Congolais qui peut payer ces 300 dollars là? Il est où? Donc, pour qu'on vous soigne, pour qu'on vous touche les premiers soins, quand vous arrivez, vous devez faire le dépôt d'une caution. D'une caution à 400 dollars. Et quand vous regardez l'organisation de cette structure, ça n'a rien à voir avec un organisme d'État. Hein? Ce n'est plus. Ici, à côté, ce n'est plus un médecin du directeur comme c'est la tradition quand il s'agit d'un centre hospitalier de ces dimensions-là d'État. Non. Il y a un directeur général, les fonds sont gérés autrement. Ce n'est pas l'État, en fait, qui gère cet hôpital-là. En fait, ils ont fait un montage avec des privés et puis, ils se font le plein de poche. Ils te diront qu'ils ont construit un hôpital. Est-ce qu'en matière de soins de santé, ce qui est important, c'est oui, il faut commencer par les infrastructures. Mais si cette infrastructure est située à 10 mètres de moi, mais que je n'y ai pas accès, cette infrastructure ne sera pas. Si l'hôpital qui est à 10 mètres de moi, mes moyens ne me permettent pas d'y accéder, je vais faire comment? Si on parle de développement, on parle de développement en termes d'agrégats. Il ne faut pas parler de développement en termes de succès isolé, sur un acte. Là, non. Les agrégats, ce sont les services sociaux de base. L'eau, l'électricité, les soins de santé. Quels sont les progrès qui ont été réalisés? J'ai eu un débat contradictoire avec quelqu'un de DEVES qui m'ont dit qu'ils ont fait passer la desserte, la fourniture en électricité de 8 à 21%. Mais depuis quand? Ils le disent. Et quand vous tapez dans Google, Google aussi vous dit qu'ils le disent. Mais quelles sont les nouvelles sources d'approvisionnement en électricité que Félix Tshisekedi a construit? Zéro. Mais vous dites sur papier, nous sommes passés à 21. Si c'est à 21, nous devons savoir qu'il y a telle nouvelle source d'approvisionnement. Ce que je sais au moins, c'est que tout au début de son régime, il est allé poser la première pierre pour une centrale photovoltaïque. Et c'est resté un monument jusqu'à ce jour, cette pierre-là. C'est devenu un monument qui symbolise l'échec du double mandat de Félix Tshisekedi. C'est cela. C'est cela le débat. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui a été amélioré? Qu'est-ce qui a été amélioré dans la vie du Congolais? Mais mec, quand Félix Tshisekedi arrive, le Congolais qui touchait 200 000 francs, vous dites que vous l'avez augmenté, mais en termes de pouvoir d'achat, quand vous remarquez les 300 000 francs d'aujourd'hui et les 180 000 francs d'hier, ça signifie que celui-là qui avait encore 180 000 francs vivait mieux que celui qui touche 300 000 francs aujourd'hui. C'est ça la réalité de la vie. Mais Mike, est-ce qu'on ne peut pas être un peu indulgent à l'égard de ses pouvoirs? Au début du pouvoir, il y a eu une sorte de cohabitation, c'est vrai, la coalition. Une cohabitation. Attendez. Pratiquement on a perdu. Mais c'est qui la guerre. Donc on doit toujours être. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on va demander l'indulgence des Congolais, la guerre est venue. Ce qui est merveilleux, dans toutes ces circonstances que vous mettez en avant, coalition, ainsi de suite, situation de guerre, la corruption, elle a continué à prospérer. La corruption continue à prospérer. Vous allez aussi nous demander d'être indulgents envers les corrompus et les corrupteurs. Elle a prospéré, elle prospère. Devant toi, devant moi, elle prospère. Regardez la spécificité du régime de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, c'est le champion proclamé anticorruption. Mais regardez la particularité de son régime. Le gros marché, c'est toujours des gré à gré. Le grand marché, toujours. Or, le premier mécanisme pour empêcher, prévenir, parce que la lutte contre la corruption stratégiquement, si vous voulez la mener, c'est au niveau de la prévention. Vous n'attendez pas que des gens se compromettent pour les arrêter, en faire la publicité et les sanctionner. Non. Et donc, s'il existe des mécanismes de prévention pour empêcher en aval la corruption, c'est les règles de passation de marché. C'est cela. Alors, regardez même que la structure de passation de marché a des tentacules
dans la province, des directions provinciales de contrôle de marché public, elles ne sont pas mises en place. Et quand elles sont mises en place, elles n'existent pas. Elles n'ont pas de moyens. Donc il n'y a pas la volonté d'endiguer la corruption. Si Félix Tshisekedi avait mené ce combat, moi en tout cas il aurait compté sur ma compréhension. Il ne l'a pas mené, sauf qu'il en a fait un instrument de publicité, comme il est le champion de la com. Il a monté à Lingueté, il a fait de la pub autour. Mais la réalité, la corruption a prospéré. Alors, on va évoluer. On va de la corruption, je prends directement la justice. C'est vrai, lors de l'arrêt condamnant Kabila, lorsqu'on lisait ses verdicts, la justice n'avait pas ordonné la saisine des biens des Kabila. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, tous les biens des Kabila sont pratiquement détruits, confisqués, il y a des visites... Non, je ne peux que condamner ces actes. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne peux que condamner. La justice je n'avait pas ordonné la saisie des biens des je ne Kabila. peux que condamner, même si la justice avait ordonné la saisie. Ce n'est pas de cette façon qu'on procède pour opérer des saisies. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des actes. Chaque jour, on visite des résidences des Kabila, des fermes. C'est vraiment un ciblage clair. Ben ouais, le régime a décidé de persécuter Kabila, de pas lui laisser... Et ils prennent tout. Oui. Ça c'est clair. Ils vont avec. C'est clair. En fait, c'est... Et même les habits des Kabila. Kabila est considéré comme l'ennemi public numéro 1. Et ici, quand tu es ennemi public numéro 1 comme ça, et donc ça signifie que pour te les faire payer, toutes les voies hors légalité sont autorisées. C'est à quoi nous assistons. C'est regrettable qu'on en arrive là. Qui répondra à ça, Mike Nkibaye, après ces régimes? Tu sais, ce qui est regrettable, oui, c'est que les abus qui sont commis aujourd'hui, dans la plupart des cas, ce ne sont pas les auteurs de services qui répondront, même s'ils répondent, mais c'est l'État qui paiera de gros dommages. C'est ça le piège. Donc ça va davantage affaiblir l'État. Mais quelle irresponsabilité de la part de cet régime. Je suis vraiment désolé. Alors, Mike Nkibaye, on prend également les cas Matata Ponyo. Selon les informations dans les médias, le procureur général venait d'ordonner les gels de tous les comptes de l'université Mapon, des écoles secondaires, primaires et maternelles et de l'hôpital Mapon à Kindu dans les Maniema. Alors comment vous réagissez? C'est parce que Matata Ponyo est condamné, on doit geler des comptes. Aussi longtemps, tout ce qu'on cite là, c'est les biens de la fondation. Le procès Matata, sans aller dans le fond, les fonds, moi je ne l'ai jamais abordé, puisqu'il s'agit d'une responsabilité de Matata. Il a été Premier ministre et des fonds importants ont été alloués à la construction d'une grande initiative agro-industrielle. On parle de plus de 200 millions de dollars. Et que, en fin de course, il n'y a pas eu de résultat. Je crois qu'il faudra bien qu'il réponde un jour, même si par ailleurs, il s'est toujours déchargé sur le ministre de l'Agriculture ou sur celui des Finances, mais il était quand même le Premier ministre. Et pratiquement, à l'époque, les ministres délégués des Finances étaient sous sa responsabilité. Donc c'est cela. Mais j'ai toujours, moi, pris en compte l'aspect forme, procédure. Aspect forme, il s'agit d'une affaire politique. C'est une affaire politique. Alors, sur l'aspect forme, oui, c'est une affaire politique parce qu'il y a eu une décision de la... Je ne suis pas juriste, je parle sous le contrôle du brillantissime Laurent Oniba. Et souvent, je le consulte quand il s'agit de questions juridiques ou judiciaires. Il y a eu une décision de la Cour constitutionnelle et les conditions de la Cour constitutionnelle sont dites irrévocables et exécutoires. Je ne peux pas comprendre par quelle alchimie l'affaire a été finalement confiée à la Cour de cassation, qui la ramène par je ne sais quelle autre alchimie à la Cour constitutionnelle et que celle-ci se déclare compétente. Ça, j'ai jamais compris. Rien à ça. Donc c'est une affaire politique. Mais là maintenant, on vient d'ordonner l'échelle de tous les comptes de l'université Mapon, qui n'appartiendrait pas à Matata Ponyo, mais plutôt à la fondation
Mapon qui est différente des Matata Politique. Ben ouais, c'est à la fondation de faire prévaloir ses droits. Moi, je conseillerais à la fondation d'attaquer ces décisions-là. Mais tu sais, au départ, j'ai dit qu'il s'agit d'une affaire politique. Il faut qu'il paye. C'est ça la triste réalité. Moi-même, j'ai été victime, non? Ouais. Moi, des gens m'ont dit des choses en privé. Le 22 mois d'emprisonnement, il y a des choses que des gens m'ont dit. Ils m'ont dit, tu payes pour ceci, pour cela. Tu t'es têtu pendant qu'il y avait des attaques contre... c'est cela, donc... Mike, on va passer. On prend l'actualité politique qui reste devenue également... En fait, si je dois être direct, je dois le dire aujourd'hui. En fait, mon plus grand péché, c'est que ce jour-là, dans ce débat-là, sur le plateau de l'UFRANCE, il se trouve que mon compagnon, mon camarade du parti, avait eu des propos que je ne partage pas totalement. Hein. Mais je ne pouvais pas le recadrer, ce n'était pas mon rôle. Ça allait tuer l'émission. Il s'est situé de l'autre côté, moi j'étais de ce côté-ci. Quand par exemple, il a crié Mouloubata, des gens auraient voulu que je le recadre, mais ce n'était pas mon rôle de le recadrer. Et sinon aussi, ça allait donner quelle image qu'on se mette, nous deux, à nous tirer dessus sur un plateau de télé. Tout de suite, ça allait dire, voilà l'image que ça donne du parti de Moïse Katumbi. J'ai dit, bon, ce sont ses propos à lui qu'il assume. Moi, je me suis retrouvé en prison pendant 22 mois, mais lui qui avait eu les propos les plus enflammés, il a échappé à la sanction. Donc, on a fait payer les Moulouba pour cette traîtrise. Les Moulouba auraient dû dénoncer l'attitude de son collègue, et je sais que de son compagnon, son camarade du parti. C'est pourquoi j'ai payé. C'est ça la triste réalité. Alors, Mike Moukebaï et 4 officiers pratiquement rwandais sanctionnés par les États-Unis. J'ai suivi vos réactions, ainsi de suite. Les pouvoirs est en train, les sympathisants du pouvoir sont en train de jubiler. Également, certaines ONG pensent que nous tendons vers la paix. Mais vous, au contraire, vous voyez autrement ce qui s'est passé. Les gens jubilent. Ah oui, je comprends. On sanctionne le Rwanda. Attendez, oui, Rwandais. Ouais, les gens jubilent. Attendez. Les États-Unis, il y a des ONG qui pensent que nous tendons vers la paix. Ouais. Je ne peux pas comprendre cette conclusion si simpliste. Je ne peux pas. Moi, je reste froid. Je regarde les événements. Attendez, oui. Vous allez applaudir un matin pour que 3 mois après, vous vous rendez compte qu'en fait, la situation reste la même. Il y a des gens qui ont applaudi il y a 2 ans quand la SADC se mettait en mouvement avec son corps expéditionnaire pour venir intervenir ici, que les mandats étaient offensifs. Nous leur avons dit non, les Sud-Africains ne viendront pas mourir pour nous ici. Et pour finir, qu'est-ce que la SADC a fait? Elle a pris les bagages et elle est partie. Nous sommes toujours là, toujours prévenants, nous leur disons que vous trompez d'analyse, vous ne comprenez pas les enjeux internationaux. Les sanctions sont un moyen de pression. Elles ne sont pas une solution. Qu'est-ce qu'elles ont résolu? Elles ont affaibli un peu le Rwanda. Ça, c'est vrai. C'est au bénéfice de la République démocratique du Congo. Et encore que ces sanctions ne sont pas le fruit, ne sont pas le résultat d'un plaidoyer, d'un lobbying diplomatique quelconque de Kinshasa. Ah non. Non. Ces sanctions... Elles sont la réaction à une faute rwandaise. Non, laisse-moi développer. C'est les travailleurs du chef de l'État. Non. Le Rwanda a fait une grave faute. Retour de Washington après l'entérinement de l'accord devant Donald Trump, la F-23 a opéré des avancées jusqu'à prendre Uvira. Et les Américains l'ont pris pour un défi à l'endroit de Trump. C'est ça ce que le Rwanda paye. Qu'on ne vienne pas tromper l'opinion. Et de faire payer le Rwanda, c'est un avertissement aussi à l'endroit de Kinshasa. Ça signifie quoi? Que Trump tient à la mise en œuvre de l'accord. Si Kinshasa persiste, par exemple, là, dans sa logique guerrière qu'il développe à l'Est, il n'est pas exclu. Les mêmes sanctions. Il n'est pas exclu que ça lui attire aussi des sanctions. Ça, il faut que les gens le comprennent. En fait, la réalité, c'est quoi? La scène reste la même, avec le même théâtre des opérations et avec les mêmes acteurs. Quels sont les différents théâtres d'opération? Vous avez l'accord de Washington. Est-ce qu'il a été remis en cause? Il n'a pas été remis en cause. Les sanctions sont prises à l'encontre du Rwanda pour l'amener
pour le faire fléchir en application de l'accord de Washington. C'est cela. Toutes ces sanctions, c'est pour appliquer, mais oui, pour faire appliquer l'accord de Washington. Il a des Rwandais à violer. On suppose qu'il a violé en laissant la CM23 progresser. C'est ça, c'est que le Rwanda paye. Donc, l'accord, qui a remis en cause l'accord de Washington? Kinshasa? Kigali? Ou le parrain lui-même? Personne. Donc cet accord reste valable. Donc cet accord sera mis en application avec ces dispositions telles que prévues le CONOPS signé à Luanda qui prévoit de responsabilité des engagements de part et d'autre, levée de mesures défensives et neutralisation de FDLR. Ça reste valable. Sinon, si demain cet accord est remis en cause, clairement, avec peut-être une nouvelle configuration sur le terrain, là on tirera les conséquences. Cet accord reste valable. Doha reste valable. Parce que Doha est une émanation de l'accord de Washington. Ouais. Et j'en prends encore d'ici là, de nouveaux rounds, second round, où la reprise sera convoquée. Et pendant que le 2 pôle là reste là, ça signifie que la perspective du dialogue inclusif reste ouverte. C'est clair. Alors, ceux qui vous disent ceci, cela, ceux qui applaudissent, dites-leur après les sanctions, c'est quoi? Non, attends. Il faut leur poser la question. Qu'est-ce qui va se passer après les sanctions? Non, les gens sont en train pratiquement de délirer. Je parle même de délire, c'est fort quand même. Ah non, le retrait de tout. Mais le retrait va se faire sur base de quoi? Mais Mike, s'il existe un accord qui lie les parties, et cet accord n'est pas remis en cause. Donc c'est clair que donc la situation reste la même. L'élément nouveau, c'est que le Rwanda a fait l'objet des sanctions. Mais ça va peut-être l'affaiblir, parce qu'il s'agit non seulement de 4 responsables de l'armée qui sont frappés, mais de RDF eux-mêmes, donc de Rwanda Defense Force qui sont frappés. Ça va quand même affaiblir un peu l'armée rwandaise. Mais, et je ne sais pas si tu as suivi, j'ai déjà suivi Rush, le sénateur américain, qui a fait une alerte qui dit que Kinshasa doit arrêter sa logique guerrière. Donc c'est une fois qu'on commence à se dire que oui, Kinshasa nourrit quand même une logique guerrière. Ben c'est vrai que Kinshasa prend très bien des précautions maintenant, dans un jeu un peu flou. C'est lui qui a violé ce qui... À un moment, les responsabilités seront identifiées. Et si c'est clair que c'est Kinshasa qui viole de plus, Kinshasa sera aussi sanctionné. Mais Mike Nkebaye, en suivant les porte-paroles du gouvernement... Et puis il faut retenir une chose. Et ça, ce credo n'a pas encore changé. Depuis le début de ces conflits, les credos de la communauté internationale avec les États-Unis en tête restent les mêmes. Pas de victoire militaire. C'est cela. Pas de victoire militaire. Pourquoi pas de victoire militaire? La crise a trop duré. On parle de plus de 30 ans de conflit. Et il faut favoriser aujourd'hui les négociations pour permettre de s'attaquer aux causes profondes du conflit. C'est ça la compréhension de la communauté internationale. À moins qu'elle ait échangé sans que moi je le sache. Et donc, quand vous analysez, vous prenez en compte tous ces éléments. Bon, si les gens prennent leur fantasme pour leur réalité, moi, ben, je les laisserai bien ainsi. Mais Mike, les porte-paroles du gouvernement... Regarde. Ils ont signé ce qu'ils ont appelé l'accord de partenariat stratégique. Depuis qu'ils l'ont signé, tu as entendu une entreprise américaine frapper à la porte ici? L'approche du politique et celle de l'investisseur ne sont pas les mêmes. Donald Trump, c'est comme un enfant qui se retrouve dans un magasin de jouets, dans sa compréhension du monde, face à la concurrence chinoise. Donald Trump veut prendre tous les jouets et les amener à la maison, sans savoir avec quel jouet va commencer et finira avec lesquels. Il veut prendre tous les minéraux du monde, face à la concurrence chinoise. Il n'a pas négocié qu'avec nous. Ça, les Congolais les Kenyans. Non, il a négocié. Non, quand Félix Tshisekedi est allé signer, il y avait les Sénégalais, il y avait les Guinéens. Et il a même tenté de négocier avec les Botswana. Comme lui se veut respectable, il dit, monsieur, vous faites des déplacements, vous venez chez moi. C'est vous l'acheteur. Vous venez ici, moi je ne fais pas le déplacement. Donc en fait, c'est cela Trump. Alors quand finalement il prend ses engagements avec ces pays, ce n'est pas Trump, le gouvernement américain, qui va investir. C'est vrai qu'il y a un programme à peine de 12 milliards. J'ai dit à peine parce que les offres sont nombreuses, à peine de 12 milliards du gouvernement américain. Mais pour le reste, ce sont les investisseurs américains qui doivent décider en ayant une autre approche que la question globale, stratégique de Trump. L'investisseur, il regarde sa rentabilité. Il voit tout ça, les conditions d'investissement. Attends, si elles sont réunies. Quand on apprend que la Zambie a coupé du courant dans les Hauts-Katanga, ça c'est pour attirer les investisseurs. Quand ici, vous commencez un projet, nouvellement ici, il y a un projet qui va être mis en route ici.
Power Kintsuka, pour produire du courant à partir de Kintsuka et la cheminée dans le Katanga. Vous allez le produire, la cheminée, dans combien d'années? Les investisseurs vont venir comment? Ça, c'est d'autres réalités. Et je termine par là, l'exemple que je donne, c'est le pétrole vénézuélien. Trump, c'est bon bel torse d'avoir mis la main sur le pétrole vénézuélien, il a convoqué les 12 grands majors au niveau mondial, Chevron, Exxon et tout ça. Ils étaient là à la Maison Blanche avec lui, et tous ont dit, ils ont fait la fine bouche. Personne n'a dit oui, clairement. Ils ont avancé les arguments de l'investisseur, pas du politique qui voit le global. La stratégie, la géopolitique. Ils ont dit que, le pétrole vénézuélien est très lourd, donc il coûte cher pour son exploitation, donc il te rend moins compétitif sur un marché très concurrentiel. Deux, les infrastructures sont à refaire et il faudra plus ou moins 100 milliards de dollars à mettre. Et ils ont dit, nous ne sommes pas pressés d'y aller. En tout cas, nous n'y allons pas. Et Trump, maintenant, il sait quoi faire avec le pétrole vénézuélien. Ça peut être des cas. Alors, dès qu'ils apprennent on a signé. Alors, Mike, vous partagez. Comment est-ce que vous réagissez quand le porte-parole du gouvernement dit que ce qui se passe avec les Rwandais a déjà trouvé solution depuis très longtemps, ça reste que c'est juste une question de temps et puis des formalités. La guerre, selon les porte-parole du gouvernement, cette agression dans l'Est a déjà trouvé solution depuis très longtemps. Mais il fallait lui demander. Moi, je sais que la solution, c'est qu'ils ont signé, le gouvernement congolais a signé l'accord de Washington, que nous, en tant qu'Ensemble pour la République, nous avons appuyé. Parce qu'il fallait avant tout mettre fin à la guerre. Il fallait donner la paix à nos populations. Ce sont nos populations qui meurent. Moi, c'est cela la solution que je connais. Il y a une autre solution en process qui évolue, ça s'appelle droit. Alors, si lui vient avec des proclamations de ce genre, c'est à toi, journaliste, de lui poser des questions. Parce que j'ai l'impression que là, il est en train de prêcher l'évangile, plutôt que de parler de la vie des Congolais et de ces conflits. Il est là dans des élucubrations, puis il dit rien de concret. Moi, je sais qu'il y a un accord et qu'il faut passer à la mise en œuvre de cet accord. Il faut faire aboutir droit. Si ça change demain, je viens te dire, ça a changé. Ce sont là. En fait, les paradigmes qui conduisent la situation aujourd'hui. J'ai remarqué qu'il y a un élément nouveau. Moi, j'ai toujours réfléchi dans ce sens-là. J'ai vu que Smith, le congressman qui a fait beaucoup de pression pour vraiment obtenir de sanctions contre le Rwanda, j'ai vu que lui, il est allé il a abondé dans le même sens. Il dit, est-ce que ne faut-il pas aujourd'hui responsabiliser la SM23 dans la neutralisation des FDLR? Parce que moi, j'ai toujours pensé que les CONOPS de Luanda, qui fait l'objet des annexes de l'accord de Washington, est dépassé. Pourquoi est dépassé? Puisque quand on signe les CONOPS à Luanda, en ce moment-là, ce sont des forces pluralistes qui contrôlent Goma et Bukavu. Mais par la suite, les choses ont changé. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, est-il possible que le gouvernement obtienne de l'FCM23 de pénétrer ces territoires-là pour aller traquer les FDLR? J'ai toujours pensé qu'il faille tenir compte des réalités. Est-ce que ça peut aller dans ce sens à Doha pour que finalement on rééquilibre les responsabilités au niveau de la neutralisation des FDLR? On verra. Mais c'est cela ce que je vois devant moi, non l'évangile que tu évoques. On évolue. Les débats autour du changement de la Constitution auraient fait surface, mais je vois les avis partagés au sein même du pouvoir. C'est vrai, j'ai suivi le professeur Bouchab, qui est aujourd'hui du pouvoir, qui a toujours été du pouvoir. Et il sera toujours du pouvoir. C'est merveilleux ça. Tu dis, il est aujourd'hui du pouvoir. Il a toujours été du pouvoir. Il évoque la théorie de la durée de vie moyenne. Aujourd'hui, j'ai suivi Batilouke qui est contre apparemment les changements de la Constitution. Il dit que le problème n'est pas des textes, mais plutôt l'applicabilité, soit l'application de ces textes. Vous, Ensemble pour la République, comment est-ce que vous êtes en train d'analyser cette question, les changements de la Constitution? C'est important, c'est important. Je constate, et je me le disais toujours, qu'il y a des gens qui ont 5 consciences en eux. C'est-à-dire, à chaque situation, il a une conscience. Et quand cette situation est révolue, il passe. Donc, Bochab avait une conscience qu'il a mis au service de Kabila. Maintenant, il a la deuxième conscience, je ne sais pas, la troisième, il la mettra au service de qui? C'est ce qu'on appelle enfant. Ça signifie rien dans une société. Ça signifie rien dans une société si ça ne produit pas de résultats. Ça signifie rien. C'est ça ce qu'on appelle science sans conscience. Ça signifie rien.
On peut être le plus brillant si ça ne profite pas à ta société. Si c'est pour tes petits calculs de positionnement, au lieu d'être la lumière, attends, j'avance. La société. Non, hier, il a eu des arguments pour défendre Kabila. Ben, il lui reste 3 consciences. Je lui demande de bien le garder. Parce qu'il va utiliser la 3e bientôt, je sais, en faveur de qui. Beauchamp, je te préviens, garde bien. Garde ça très bien. Et puis, ben voilà, c'est un peu ça. Ben écoute, c'est quoi? Nous sommes dans les sciences sociales, quand ils parlent des durées moyennes. S'il y a eu un avis, et encore, que certains ont dit, notamment Laurent Onimba, que cet avis a été sorti de ce contexte. Concédons qu'il y ait quelqu'un qui dit que la durée moyenne est de 17 ans. C'est un avis, non? Nous sommes dans le domaine des sciences sociales. Ce n'est pas un absolu. Ça, c'est de 1. De 2. Qui maintenant nous donne les cas dans le monde où cet avis a été pris en compte. Où à 17 ans, on a dit, bon, la Constitution a rendu l'âme. La Constitution américaine est vieille depuis de 200 ans. La Constitution, attendez. Mais regardons dans le monde, non, quels sont ces États qui ont considéré cet avis pour qu'à 17 ans d'âge de la Constitution, on tire les conséquences? Qui nous donne des exemples des États qui ont suivi cet avis-là? Qu'à 17 ans, sans tenir compte d'autres considérations, les gens se disent, bon, elle a rendu l'âme, la Constitution. Donc, automatiquement, d'elle-même, à 17 ans, la Constitution rend l'âme. Même si elle a été la plus anticipative possible, qu'elle reste encore valable, mais à 17 ans, la Constitution américaine vient depuis de 200 ans, française depuis de 50 ans. Et quand tu nous compares à ces constitutions, elles ont connu beaucoup d'amendements. Nous, en 20 ans, est-ce que nous avons déjà dépassé les 3-4 amendements? Je ne crois même pas. La Constitution américaine est à plus d'une vingtaine, je pense. La Constitution française n'en parle pas davantage. Ça signifie que notre Constitution a pu tenir à l'épreuve de la réalité. C'est cela. C'est cela. On ne peut pas proclamer comme ça qu'à 17 ans. Ah non. Et puis, bon, regarde déjà. Quand la campagne pour changer, parce qu'il ne s'agit pas d'une modification ici, c'est clair, les gens ont détruit le pays, ils veulent se mettre à l'abri. C'est cela pourquoi ils cherchent le changement de la Constitution. Oui, mais c'est ça, hein, ils ont pillé le pays. Ils se retrouvent dans la même situation que Kabila. C'est cela la réalité. Kabila, à la veille de fin de mandat, il a commencé à chercher des solutions pour se mettre à l'abri. Jusqu'à ce que, finalement, il s'est réfugié chez eux. Il est allé dire, je vous donne, vous me garantissez ceci. C'est ce qu'ils sont aussi en train de chercher, ils ne l'auront pas. Oh. Ils ne l'auront pas. Mais regarde, la campagne est basée sur le mensonge. Lesquels? À tout point de vue. D'abord, on dit que non, c'est une constitution de l'étranger. De l'étranger, ouais. Mais pour qui connaît dans quelles conditions? C'est calqué sur la Constitution française. Non. Je vais venir ici avec des exemples sur, et je crois qu'il faudra faire venir le professeur Laurent Onimba, il te donnera des éléments que nous avions intégrés dans notre constitution, en ce qui concerne, je crois, l'aspect de la Cour constitutionnelle. Dans notre constitution, que des éléments que nous avons, intégrés, qui ont été copiés par d'autres pays. Et même en France. Il y en a comme ça. Je ne suis pas spécialiste de domaine, je reste sur l'aspect le plus politique. Mais regarde, elle est venue de l'étranger. Mais pour qui connaît les conditions, le contexte dans lequel cette constitution a été préparée, les gens le savent. Il y a 4 éléments de preuve qui montrent que l'étranger n'a pas pu interférer dans l'élaboration de cette constitution. 4 éléments de preuve. Oui, et je voudrais vraiment que ces chantres du changement de la constitution me contredisent là-dessus. Je mets donc à défi, parmi eux, le chant que l'un de me contredise. La question d'abord du mariage. Les Nations Unies sont venues avec l'idée d'ouvrir notre constitution au mariage transgenre. Ils voulaient dire mariage simplement sans trop de précision. Ce sont les nationaux qui ont dit pas question. C'est des personnes de sexe opposé. C'est un élément important dans notre culture. Et nous avons pu l'imposer malgré l'avis de la communauté internationale et des Nations Unies. Nationalité. Le monde avait voulu que nous ouvrions notre nationalité à la double, à la multiple nationalité. Les Congolais ont dit non. Elle reste une, et non seulement une, mais exclusive en plus. Nous avons maintenu cette position dans notre constitution. Ce n'est pas fini, je passe à la troisième preuve. Troisième preuve, c'est la question de la peine de mort. Le monde avait voulu, en tout cas notamment la communauté européenne, par les États-Unis, la communauté européenne avait pris pression pour que nous allions vers une abrogation complète dans la Constitution.
Donc, que nous disions qu'elle est abolie chez nous, que ça soit dit dans la Constitution. On dit non, 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 non. Elle reste dans la Constitution, mais il y a tout de même le moratoire qui a été pris par la suite. En 2003, si je ne m'abuse. OK. Le moratoire pour ne pas exécuter la peine de mort. C'est un peu le compromis que nous avons trouvé. Mais nous n'avons pas voulu avoir une disposition d'abrogation dans la Constitution. Mais c'est formidable, non, vous ne trouvez pas? C'est des questions clés où nous avons fait respecter notre vision à nous de la société congolaise. Mais à part cela, attendez, la question, attendez, si améliorer, on fera ce débat. La question du suffrage universel direct, avec un deuxième tour à organiser dans les 15 jours après la tenue du premier tour. Les autres avaient trouvé que c'était hasardeux, que les pays étaient trop grands, que nous n'avions pas de moyens. Ils avaient voulu que ce soit un suffrage indirect, à la Sud-Africaine par exemple. Les Congolais y ont tenu et finalement ont imposé leur position. Nous avons eu une élection présidentielle au suffrage direct à 2 tours. C'est Kabila qui a par la suite revu la Constitution là-dessus. Ici, il y a des questions qui sont liées à la modification de la Constitution. Mais mettez-les sur la table. Je n'ai pas encore fini de tordre le cou à leurs mensonges. Je vais encore sortir un mensonge. Quand Félix Tshisekedi, ça c'est très grave. Ce qu'il dit le chef de l'État. Quand il met en cause l'article 217, je crois que c'est le 217, qui parle de cette cession de souveraineté, qui ouvre la voie des cessions de souveraineté. Mais les cessions de souveraineté, c'est ce qui nous permet de participer à des organisations régionales et internationales. Est-ce qu'il y a un côté Kamboka? Comment nous pouvons être membres de la CEDEC si nous ne cédons pas une part de notre souveraineté? Nous sommes aujourd'hui membres de l'OADA, l'organisation d'harmonisation du droit d'affaires. Donc il y a des contrats ici, mais lorsqu'il y a des litiges, c'est jugé à Abidjan. Ce n'est pas une cession de souveraineté. La justice d'État est domaine régalien, c'est pas ça. Et bien vous ferez cette cession de souveraineté comment pour s'ouvrir vers les organisations internationales si cette disposition n'existe pas. Comment on peut mentir son peuple jusqu'à ce point? Et retourner une disposition qui est positive, qui permet que nous nous ouvrons aux organisations régionales et internationales, en faire maintenant une affaire, il y a côté Kamboka. Même le président s'engage aussi dans cette campagne. Ouh, c'est quand même grave ça. Alors, oui, il y a également une question, c'est vrai que ce n'est pas très lié au changement ou soit de la Constitution, mais il y a de ceux qui estiment que le président actuel, le chef de l'État, n'a pas qu'un mandat, mais plutôt une mission. Comment vous non, je ne fais pas ces débats. S'il a une mission, moi je ne peux pas ici, comme ça, moi je parle de l'avenir de mes enfants et des enfants congolais. Moi je suis un homme rationnel. Moi je suis un homme rationnel. Je ne suis pas dans la mystique, je ne suis pas dans la cosmogonie. Mais c'était officiel qu'il a dit. Attendez. Il est un ministre. Attendez. Je t'ai dit que je suis un homme rationnel. Le monde, il ne m'appartient pas. Je sais qu'il y a une réalité devant moi qui est matérielle, qui existe. Je sais qu'une société est organisée. Et une société est organisée et elle fonctionne sur base de ce que je peux appeler un contrat social. Il y a un code qui nous conduit. Alors s'il y a des illuminés qui oublient que Félix avait reçu le mandat d'un peuple et ils veulent lui donner la mission, qu'eux lui donnent la mission là. Donc maintenant c'est eux qui doivent, c'est la mission qu'eux lui confient. N'est-ce que tu comprends? S'il y a des illuminés, parce qu'ils prétendent qu'il a été élu. Massivement. Et encore, je n'étais pas là pour faire le bon débat sur ces élections. J'ai l'impression que Mouyaya a appris le français plus que moi. Lui, là où les bureaux de vote doivent être ouverts à 6 h pour se fermer à 17 h, lui, dans son français, on dit on peut le fermer 7 jours après. Ça, c'est le français que Mouyaya a appris à l'IFACI. Donc, quand les élections sont tirées en longueur pendant 7 jours, sous Félix Tshisekedi, il faut dire oui, il est élu massivement. Si j'étais sous Kabila, c'était un problème. Alors, s'il y a des illuminés, laisse-moi. S'il y a un illuminé. La CENI a dit que le président a gagné. Non, attendez. Les lois de la République servent à quoi? Les lois républicaines ne sont opposables qu'à nous, les opposants. Elles ne sont pas opposables à la CENI. La CENI a organisé ces élections sur base d'une légalité. Elle n'a pas respecté cette légalité. Et elle est même allée très loin. Elle s'est permis, elle s'est attribué de pouvoir pour sanctionner des candidats. Mais par la suite, il lui a été demandé d'apporter des preuves à la Cour de cassation. Elle a été incapable. Tu sais pourquoi elle a sanctionné? Parce qu'il fallait montrer
à la communauté internationale que nous avons corrigé. Et sauver donc la réélection de Félix Tshisekedi. Ça a été fait dans ces buts-là uniquement. Alors je reviens à ces gens. S'il y a des illuminés qui décident de mettre un terme au mandat dont ils se prévalent eux-mêmes pour confier à Félix Tshisekedi une mission, où est mon problème? Un illuminé vient à la télé et dit, moi maintenant ce n'est plus le mandat du peuple, j'ai confié à Félix Tshisekedi une mission. Et toi tu veux que moi je commande? Va demander à l'illuminé la mission dure combien de temps? Et on verra dans 5 ans si la mission va se poursuivre toujours. Ouais, Tu sais ce qui est bon. C'est que j'admire. Félix Tshisekedi a une mission de mettre fin aux velléités expansionnistes des Kagame. Attendez, non, l'enjeu du Congo n'est pas d'avoir une fixation sur Kagame. Si nous construisons un État fort, les Rwandais ne se risqueraient jamais à nous provoquer. L'enjeu, c'est de bâtir un État fort. Mais c'est ça que le président... Non, il ne faut pas avoir... Moi, je n'ai pas de fixation sur le Rwanda. Moi, j'ai des fixations... Non, c'est lui l'agresseur, non? Non, bon, attendez, cette agression passera. Quand le Congo sera construit, État fort. Mais regardez, nous n'avons pas quel problème avec le Rwanda. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas être objectifs et se poser de questions. Nous sommes en présence d'un État failli au Congo. Même les ADF ont compris qu'il n'existe pas d'État au Congo. Ils sont des rebelles ougandais. Mais ils n'ont pas pu tenir face au feu de l'impérium de leur gouvernement. Et ils ont regardé dans la région, ils ont dit, là-bas, il n'y a pas d'État. Ils sont venus chez nous. Non, ben, je te dis. Ne dites pas ça. Oh, vous ne comprenez rien, un problème d'État. De matérialité. Il faut construire un État fort. Et alors, le problème, c'est que de Kabila à Tshisekedi, ce qui arrive, ces fonds se remplissent les poches, et quand les gens se remplissent les poches, ils ne peuvent pas travailler à construire l'État, parce que sinon, cet État-là va leur demander des comptes. C'est cela le piège dans lequel se trouve le Congo. Les gens qui prennent le pouvoir s'enrichissent, et par la suite, ils travaillent à détruire l'État. Ils ne veulent pas avoir d'un État fort. Ils ne veulent pas, ils n'en voudront jamais. C'est ça la triste réalité. Il y a trop de questions, on va finir l'émission. Mais qu'est-ce que vous dites sur le profil de notre candidate au poste de la francophonie comme secrétaire? Ouais, j'ai mis son profil. Elle avait déjà travaillé dans la francophonie, si je ne m'abuse. Ouais. Je crois que sous Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Ouais, si je ne m'abuse. C'est un bon profil. Si je ne m'abuse, elle avait travaillé à un niveau, je crois que sur une structure locale, nationale de la francophonie. Elle a travaillé là-dedans. C'est quand même une expertise à mettre en évidence. Bon, le nom Lumumba peut jouer au niveau africain. Je pense que nous parlons de la même personne. Ouais. De Juliana. Oui. Exactement. Donc le nom Lumumba peut jouer en notre faveur. Ça, il faut tabler là-dessus. Mais là où je n'entends pas le gouvernement, je pense que s'ils ont pris ces décisions de concurrencer le Rwanda, c'est qu'au départ, ils se sont bien préparés. Il ne faut pas qu'ils nous foutent encore une humiliation comme ils en ont l'habitude. Ah non, ceux qui se sont bien préparés, j'imagine. Ah oui, ceux qui se sont bien préparés, j'imagine. Parce qu'on a quand même des arguments. La représentante du Rwanda a déjà totalisé 2 mandats, donc c'est quelque chose que nous pouvons mettre en avant. Oui, ma cotisation de foot arrêtée, parce qu'ici, je crois qu'ils ont pris des précautions. Ils ont pris des précautions. Mais la candidature également de Macky Sall au niveau de l'ONU, comment vous réagissez en tant qu'Africain d'abord? Quelle candidature? De Macky Sall au niveau... Pour qu'il fasse quoi? Au poste de secrétaire général. Le type qui a volé là, qui a pillé au Sénégal. Mais ça, non, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Qui va être soutenu par qui ça? Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Sa candidature est portée par Ndayishimiye. En plus, c'est Ndayishimiye qui prend la candidature. C'est une candidature pour arrêter ça. Mais si c'est un honneur pour quel Africain? Quel Africain? Vous ne suivez pas les informations sur le plan africain? Arrêtez-moi ça. On va finir avec... Bon, je ne sais pas si vous allez réagir avec ce qui se passe, les drones qui s'engagnent, et ainsi de suite. On finit avec ça, la question dans l'Est. Vous pensez qu'il y aura vraiment cessé les feux ou bien il y aura toujours cette hypocrisie entre... La situation à l'Est dépend en très grande partie de la volonté américaine de faire aboutir l'accord de Washington. Avec ses multiples, je peux le dire ainsi, tentacules.
ici Doha et là-bas, ce que nous attendons, nous souhaitons de tous nos voeux, le dialogue inclusif national. Ça dépend de la volonté américaine. Comme les Qataris sont des très proches alliés américains, sûrement qu'ils bénéficieront de l'appui américain pour faire avancer Doha. Félix Tshisekedi avait déjà obtenu quelque chose, en tout cas ce qu'il cherchait, de gagner le temps pour que Doha n'avance pas pendant 2025. Est-ce qu'on va encore lui laisser cette marge de manœuvre en 2026? Je ne suis pas sûr, donc on verra, ça va évoluer, mais ça dépend en grande partie des Américains. C'est eux, en fait, qui sont le maître de ces processus-là. Quand ils ont tapé du poing sur la table, vous avez vu que les troupes de l'F-123 se sont retirées d'Ouvira. C'est comme demain, ils ne rateront pas l'occasion d'interpeller Kinshasa si c'est par là que ça doit passer pour faire aboutir l'accord de Washington. Un peu ça. Ah, d'accord, mais ce qui se passe au niveau en Iran, n'y aurait-il pas des répercussions au niveau africain, c'est-à-dire que le pays qui agresserait d'autres pourrait penser que bon, les droits internationaux sont violés par les puissances, on pourrait également... Non, mais écoutez, vous ça va, vous pouvez vous entêter et puis agresser notre pays, mais vous devez avoir le moyen d'assumer cette position-là. La Russie a agressé l'Ukraine, elle assume, quoique elle fait l'objet de sévères sanctions de la part de l'Union européenne et des États-Unis. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai relativisé les sanctions. J'ai donné l'exemple de la Russie et de l'Iran. Ce n'est pas parce que les États-Unis se lancent dans ces unilatéralismes brutal là, que n'importe quel État du monde peut aussi se le permettre. Hein. Les États-Unis se fondent sur leurs forces, sur ce qu'ils représentent dans le monde. Et par la suite, leurs alliés sont plus ou moins contents. Remarquez qu'il y a bien d'alliés européens des Nations Unies, quoi qu'ils ne soient pas d'accord avec Trump sur sa politique, mais n'ont pas osé condamner tout haut ces attaques contre Iran. Et puis tu vois, le problème aussi, c'est quoi? C'est que l'Iran est un ennemi commun à l'Europe, à l'Occident, c'est cela aussi. L'Iran a réussi à mettre plusieurs, à monter plusieurs en hostilité contre lui. C'est ça, un peu ça, quoi. Alors, Maï Boukeba, on va finir avec Ensemble pour la République. Qu'est-ce que vous aviez... La suite, c'est quoi après l'attaque de votre siège à la suite, c'est que j'étais d'ailleurs hier très, très gêné, mais conforté dans ma position. J'ai eu un débat contradictoire avec un représentant de l'UDPS. Les réponses que j'ai reçues quand je me suis plaint de ces attaques, c'est pas lui qui me disait débrouillez-vous, si l'ordre social est en train de s'effondrer à Kinshasa, abattez-vous avec vos propres moyens. Voilà la réponse que je reçois d'un délégué du pouvoir. Tant mieux, c'est dommage, quelle compréhension de l'État. Mais alors, oui. La tâche a été confiée à Maître Simon Boulou, qui est l'un de mes deux adjoints, qui prépare la plainte. Nous allons la déposer avec les éléments de preuve, donc les images qui ont été réalisées sur place. Et nous pensons déjà à la fin de la semaine, ici, saisir les chancelleries et les organisations internationales des droits de l'homme, donc Human Rights Watch et d'autres, les saisir et donc leur présenter les mémos que nous avons lus en conférence de presse. Donc nous n'allons pas nous arrêter là. Donc nous allons procéder à un plaidoyer. Question d'interpeller la communauté internationale. Je crois que nous sommes alliés sur une cause, celle de la promotion de la démocratie. Nous sommes un peu surpris de constater ces silences ici. Ce n'est pas à nous, c'est le silence de la communauté internationale, le silence de nos partenaires traditionnels dans la lutte, dans la promotion de la démocratie. Nous savons qu'il y en a certains qui ont des intérêts particuliers. Ce n'est pas à nous de leur dicter la gradation de leurs intérêts, mais en tout cas, il y a une chose qui nous unit, qui les unit au peuple congolais, c'est avant tout l'état des droits, et donc nous allons les interpeller là-dessus. Mais Ensemble pour la République continue toujours à croire dans ces dialogues à venir, ou bien vous commencez à... Les choses sont très claires, je l'ai dit ici, hein, si Kinshasa cherche la victoire militaire, tant mieux, il faut qu'il s'en donne le moyen, mais puisque lui n'en dispose pas
pas seulement, il faut aller le chercher. On a cherché, essayé de chercher chez les AC, ça n'a pas marché. On a cherché ces moyens-là à la SADC, et puis de manière bilatérale avec des chefs d'État, notamment l'Angolais, parce que tout ne vous a pas été dit sur la fameuse rencontre de Luanda. Ce n'est pas à moi de le dire non plus ici, mais maintenant on pense qu'on peut obtenir ces moyens des Américains. Je peux te dire qu'ils ne viendront pas. Les Américains ne viendront pas soutenir l'un des deux belligérants contre un autre. Ils ont eux-mêmes parrain, donc d'un accord, ils veulent le faire obtenir. C'est un succès diplomatique pour Trump. Donc nous ne croyons pas à la victoire d'un camp sur un autre. Tous les éléments l'indiquent. À moins qu'il y ait une surprise, que Kinshasa nous surprenne, tant mieux. Ça ne nous générera pas beaucoup. Et dans cette situation, nous ne pouvons privilégier que les dialogues. Il y a des sympathisants du pouvoir. Je l'ai déjà dit, que les dialogues s'imposent à nous. Les dialogues avec l'opposition non armée pourraient apporter quoi? Vous dites? Il y a des sympathisants du pouvoir qui estimeraient oui, c'est bien. Le dialogue avec l'opposition non armée. Oui, bon, mais c'est bien, c'est bien. Mais à la limite, s'ils veulent qu'ils commencent d'abord avec l'opposition armée, parce qu'ils pensent qu'il n'y a que le rapport de force qui peut dicter un dialogue. Tant mieux qu'ils commencent d'abord avec l'F-123, on verra si ça va aboutir. Quand ils auront fini à deux, on verra où ils viendront appliquer les résolutions de ces dialogues-là. En fait, les dialogues avec... Attendez. Attends un peu. Les gens ne comprennent pas. Les discussions qui sont en cours à Doha auront du mal à être mises en œuvre si jamais, après, elles n'obtiennent pas l'adhésion de la plus grande majorité dans la classe politique. Donc, il s'agit de travailler à trouver un plus large consensus possible. Parce que ce qui s'est fait à Doha, disons, comme eux ne perçoivent les choses qu'en termes de rapports de force, si demain, ils aboutissent à un compromis avec les F-123, s'il n'y a pas un très large consensus dans la classe politique, ils auront du mal à mettre en œuvre ces résolutions-là. C'est cela, l'essence de ces dialogues. C'est pour impliquer davantage. Alors, si les gens... démobiliser déjà l'opinion, vous n'avez plus d'ancrage au sein de l'opinion, ainsi de suite. Vous n'apportez plus rien, l'opposition... Mais est-ce que je n'ai pas répondu à cette préoccupation? J'ai dit, si les gens le pensent, parce que ce que j'aime ici, c'est que les gens pensent souvent, ils sont dans leur salon, ils fantasment et ils viennent dire des choses sur la place publique. Quand vous analysez, vous tenez compte de la situation qui est devant vous. Ah, d'accord. Vous ne venez pas là fantasmer. Qu'il vaut l'opposition? Allez-y. Mais c'est comme ici, non? Combien de fois Félix Tshisekedi a dit « Je ne veux pas de tel dialogue, voilà mon dialogue ». Mais pourquoi il ne convoque pas son dialogue à lui? Donc il y a quelque part quelque chose qui le lui empêche. Merci beaucoup, Mike Moukebaï. C'était un plaisir d'échanger, de parler de la politique. Je pense qu'on va se retrouver très prochainement. J'espère dans quelques jours, l'actualité pourrait également évoluer, que la tenue, bon, je ne sais pas, Mike Moukebaï, mais également, est-ce que c'est vraiment opportun d'organiser un dialogue aussi longtemps? Nous ne restons qu'avec une année et quelques mois. Si vous ne voulez pas du dialogue, si vous voulez, c'est bien simple. Il faut trouver une solution à la crise. Ceux qui ne veulent pas du dialogue n'ont qu'à trouver une solution à la crise. Et nous, 2028, c'est pour... Non, ceux qui ne veulent pas du dialogue n'ont qu'à trouver une solution à la crise. S'il en existe une autre, c'est à eux. C'est à eux de nous la présenter. De la présenter aux Congolais. La fin du mandat ne serait pas une solution. Quoi? La fin du mandat ne serait pas une solution. Après la fin du mandat, la crise est résolue, quoi. C'est comme ceux qui pensent que les sanctions sont une solution. Elles ont résolu et la crise est terminée. Il y a ceux qui pensent que le problème c'est Tshisekedi, donc la fin du mandat. Les Tshisekedi pourrait apporter également, pourrait être la fin de la crise. Comment la fin de la crise? On arrive en 2028 et puis bon, c'est fini. 2 capitales de province sont occupées. Donc, impossibilité d'organiser les élections. C'est cela ce que dit la Constitution. Hein? Une seule capitale de province occupée, vous ne pouvez pas organiser les élections. Et en ce moment-là, on va voir? Non. Ah, d'accord. Il ne faut pas confondre les fantasmes des individus à la réalité politique. Merci beaucoup, Mike. Il ne faut pas confondre les réseaux sociaux. Parce que ce régime ici, lui, il est champion dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Mike Moukebaï. Merci. Il infecte les réseaux sociaux l'infectent, et c'est vice-versa. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver très prochainement. Je recevais Mike Moukebaï. Merci à toute l'équipe qui a accompagné l'honorable Mike Moukebaï, accompagné également dirigé, si je pourrais dire comme ça, conduite cette équipe par le président également Jimmy Carter.
l'assistant de l'honorable Mike Moukeba, et on va se retrouver très... Moi, j'ai dit merci prochainement, à Grammic le Grand et m'ouvre toujours ses portes. Merci. Merci Je suis très flatté. Je pense qu'on a échangé sur toute la question liée à la vie politique en République démocratique du Congo. On se retrouve très prochainement. Je suis Grammic le Grand, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.